Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Bouygues pour parler de cybersécurité, d'industrie et de conseil d'administration. Donc moi, c'est Hubert Chenu et je suis accompagné d'Adrien Capraille. Bonjour à tous, bonjour Bruno, bonjour Hubert. Bonjour Hubert, bonjour Adrien, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons Bruno pour ta casquette de chef d'entreprise. Mais je pense qu'il est utile de commencer cette émission en rappelant que tu es également actionnaire chez CNC Expertise et que tu nous accompagnes depuis la création de cette entreprise. On va donner un petit peu d'historique. On se connaît maintenant depuis une dizaine d'années. Oui. On se connaît au travers de mon père, tout simplement, qui est en Indonésie et qui a participé à l'aventure GIS au travers du développement commercial dans le pays. Ton papa a été un remarquable agent commercial en Indonésie pour GIS pendant 6 ans. Et j'ai passé des moments merveilleux avec lui. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs appris à te rencontrer. Et lorsque tu m'as annoncé que tu souhaitais te mettre à ton compte, eh bien, je me suis dit que je pourrais à mon tour être, non pas un apporteur d'affaires comme ton père, mais peut-être un actionnaire patient, long terme, qui te permette de construire avec Adrien de l'expertise au service de tes clients sur le long terme. En tout cas, nous, chez CNC Expertise, on est ravis de t'avoir avec nous dans l'aventure et tu nous apportes beaucoup au quotidien. Et on est ravis de te recevoir aujourd'hui pour pouvoir échanger sur les sujets de cybersécurité. Tu veux peut-être présenter GIS, du coup, Hubert, brièvement. Alors je vais le faire. Donc GIS, c'est une entreprise familiale qui est située en Mayenne et qui produit de la machine-outil pour le marché en France, en Europe mondiale, on va dire. 132 pays, tout à fait. 132 pays et 900 collaborateurs. Oui, merci beaucoup Adrien. À peu près 130 millions de chiffre d'affaires, donc c'est une structure qui aujourd'hui est assez grosse, que tu as récupérée avec ton père, il me semble, c'est ça, une histoire de famille. Mon père a racheté l'entreprise, en fait, et je l'ai rejoint 2 années, et je vais fêter cette année ma 20e année aux côtés de mon père dans l'entreprise. Très belle aventure. Notre première question, c'est quel est ton rapport à la cybersécurité au niveau de GIS ? Quelles sont vos préoccupations, vos sujets en termes de cybersécurité ? Je te remercie pour la question. Il est sûr que historiquement chez GIS, notre métier était de fabriquer des produits électromécaniques à base de transformateurs. Donc finalement, quand on pense cybersécurité, on pense au flux de production, on pense à l'intranet, on pense à l'internet, on pense à l'extranet. Beaucoup de sujets numériques avec des points d'entrée qu'il faut surveiller. Donc c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est sûr que les produits se modernisent, il y a plus d'électronique, ils vont bientôt se connecter. Et donc ça crée un deuxième sujet, c'est-à-dire c'est l'intelligence des machines connectées, comment est-ce qu'on les protège. Et c'est vrai que lorsque tu t'es lancé dans cette aventure, je me suis dit que grâce à toi, grâce à Adrien, j'allais pouvoir avoir des experts sur lesquels on pourrait pouvoir s'appuyer pour dialoguer et peut-être faire progresser GIS étape par étape sur les 2 sujets, amélioration dans les flux, amélioration dans les produits. Donc c'est vrai, on a travaillé, on a fait un peu de conseils ensemble et l'idée c'était de transférer un risque résiduel, on va dire, à une compagnie d'assurance. Donc aujourd'hui, il y a une couverture d'assurance qui est en place. Qu'est-ce que ça implique en fait au quotidien dans la gestion du risque chez GIS ? Est-ce que ça a changé quelque chose en fait ? Alors je pense que personne n'est à l'abri du risque, mais quand vous êtes venu pour nous aider, vous nous avez permis de formaliser une politique interne. Vous nous avez sensibilisé de façon très forte à l'achat de certains logiciels. Je pense notamment, on en a parlé, au logiciel EDR, qui nous permet de scanner tous les ports de l'entreprise. Ça nous a permis de mettre en place aussi une politique de sensibilisation de nos collaborateurs. Et en fait, dans le dialogue avec notre assureur, on s'est rendu compte que finalement, la montée en niveau, modeste mais existante, nous a permis d'avoir un dialogue plus serein et d'avoir une police d'assurance pour être assuré contre le risque cyber à un moment où finalement c'était difficile. Alors, tu as parlé de prévention, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des campagnes en interne, des campagnes de phishing. Ça, c'est quelque chose qui est voulu par l'assureur ou quelque chose qui a été décidé en conseil d'administration en disant tiens, il faut qu'on fasse progresser nos collaborateurs. Enfin,
Je pense qu'il faut sensibiliser les collaborateurs de façon régulière. C'est un mélange entre ce qu'on lit dans les journaux, ce que vous nous dites, ce que l'assureur nous dit. Et donc on essaye de le faire de façon régulière. En ce moment, on réfléchissait peut-être à mettre des économiseurs d'écran de temps en temps automatiques dans l'entreprise, avec quelques règles de bienveillance numérique. Voilà, donc je pense qu'il y a l'éducation régulière des collaborateurs, l'investissement dans des outils, des audits externes ou internes réguliers. Tout ça fait que lorsque l'assureur vient, eh bien, il se sent plus en sécurité et donc il est prêt à couvrir le risque résiduel dont tu parlais de façon plus calme et peut-être pour des coûts plus modérés pour nous. De façon plus générale, au sein de l'entreprise GIS, est-ce que tu sens que la cybersécurité, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, ou est-ce que c'est seulement les équipes informatiques qui aujourd'hui se sentent concernées par le sujet ? Je pense qu'il y a deux niveaux de maturité. Il y a un niveau de maturité au niveau des services informatiques qui est bien plus élevé, de par le métier qu'ils font, mais aussi par rapport à la presse qu'ils lisent et puis à leur sensibilisation à ces sujets-là. Mais c'était un sujet abscon pour les collaborateurs avant le Covid, ça l'est moins. Il y a eu quand même eu beaucoup de cyberattaques un peu partout en Europe et dans le monde qui ont fait la une des journaux. Et je pense que tout le monde aujourd'hui se rend compte qu'il faut une forme d'hygiène numérique à tous les niveaux. Et comment ces sujets sont adressés, alors tant sur la partie, on va dire, fonctionnement, l'entreprise administrative, etc., et également la partie, on va dire, fabrication, production, création, réalisation des produits, fabrication, comment ces sujets-là le sujet cyber est adressé? Est-ce que c'est complètement siloté aujourd'hui ou est-ce que c'est transverse? Alors c'est une bonne question. On essaye, mais je pense comme beaucoup d'industriels, de séparer la partie production de la partie des bureaux, avec plutôt un intranet pour la partie production. Redémarrer un ordinateur peut parfois être long, parfois rapide. Redémarrer une chaîne de production peut être très très long. Donc il faut absolument protéger de l'extérieur cette ligne de production. Et aujourd'hui, on a fait le choix un peu, véritablement, l'Internet c'est pour les bureaux, l'intranet c'est vraiment pour la partie production. Et donc on stocke toutes nos données dans des serveurs qui sont hébergés dans les usines, comme ça il n'y a rien qui sort. Et rien qui entre d'ailleurs non plus. Et on parlait un petit peu pour préparer cette émission, tu nous disais qu'aujourd'hui vous avez quand même beaucoup d'informations qui sont de plus en plus digitalisées. Oui. Et qu'il y a aussi une problématique de sécurisation de ces données, que si on veut faire des backups, on ne peut pas les mettre n'importe où. Quelles sont aujourd'hui les grandes problématiques que vous avez liées à toute cette digitalisation de l'industrie ? Je pense que la digitalisation de l'industrie est un chemin à sens unique et que, de toute façon, l'ensemble de l'industrie va devoir travailler sur la numérisation de ses processus. D'abord sur la numérisation et puis demain sur la sécurisation de l'ensemble de ces processus, parce que pour des assurances produits, les assureurs vont nous demander de mieux verrouiller comment chaque produit a été lui-même fabriqué. Donc je pense que cette numérisation est importante. Maintenant la question, puisque ce sont des savoir-faire propriétaires, c'est où est-ce qu'on la stocke, où est-ce qu'on la met, comment est-ce qu'on l'analyse. Et c'est vrai que là, on a la chance aujourd'hui de n'avoir que 2 usines, donc tout est stocké et analysé dans chacune des usines. Si on était un grand groupe avec beaucoup d'usines, il y a une vraie réflexion stratégique avec, à mon avis, des systèmes un peu hybrides. Une partie vraiment stratégique faite chez soi, une partie dans un cloud sécurisé extérieur. Donc je pense qu'il n'y a pas une vérité. Je pense qu'en fonction de sa taille, son degré de maturité, de son degré de risque aussi, on va devoir avoir des stratégies différentes. Donc si je comprends bien, en fait, sur la numérisation de l'industrie, il y a 2 sujets. Il y a le produit lui-même, comment on va le sécuriser, le rendre cyber, on va dire, résilient, enfin du moins assez suffisamment hermétique, sachant qu'il doit quand même être accessible parce que c'est un produit connecté, moderne. Et il y a également le produit lui-même, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir tracer toute la production du produit, toute sa vie, tous ses composants et toutes les étapes de fabrication de ce produit.
Et ça peut poser un problème, enfin ces deux sujets peuvent poser un problème parce qu'on n'a pas forcément envie d'exposer des informations qui relèvent de recherche et développement dans un cloud. Qui plus est, en France, on a entendu parler un peu de cloud souverain, mais on n'a pas vu grand-chose encore. Mais on n'a pas vraiment envie de mettre ça dans l'ordinateur du voisin parce qu'on n'a pas forcément les garanties, même si c'est chiffré, d'avoir une totale confidentialité des données. Je suis pas le roi du cloud, donc je ne me permettrai pas de donner des avis, mais c'est vrai que sur tous ces secrets finalement de fabrication, tu as plutôt tendance à vouloir les garder chez toi. Je pense que quand le cloud est arrivé, au début, tout le monde a tout mis dans le cloud. Et puis petit à petit, je pense que chaque entreprise, chaque chef d'entreprise est en train de se poser des questions pour savoir ce qu'il doit réimpatrier, ce qu'il doit réexpatrier. Et je pense que j'ai bien ce mot un peu hybride. Il y aura une partie qui sera stockée en externe, une partie stockée en interne. Donc ça, c'est vraiment pour la traçabilité de fabrication. Je pense que la traçabilité, il faut essayer de le faire en interne. Au niveau des produits communicants, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que on est à l'intermédiaire des contraires. J'ai des clients qui me demandent des produits plus intelligents, plus connectés, et j'ai des clients qui me disent je veux plus d'intelligence mais moins de connexion. Parce que eux aussi, ils ont des grandes chaînes industrielles et ils ont du mal en fait à garantir une capacité de sécurisation de ces chaînes, et donc ils veulent ajouter au fur et à mesure des machines très intelligentes mais moins connectées pour s'assurer qu'il n'y ait pas des points d'entrée et de sortir qui ne soient pas verrouillés. Et aujourd'hui, dans les processus, dans les processus de fabrication de ces produits, est-ce qu'il y a du pentest? Est-ce que régulièrement on vient challenger un produit en disant celui-là on va essayer de le casser? C'est-à-dire qu'à quel moment en fait de l'étape de fabrication ou de conception d'un produit on va adresser le sujet en disant voilà, là on a la carte du produit, on va le tester, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut casser. C'est quelque chose de continu aujourd'hui dans l'industrie ou... Alors non, aujourd'hui sur les machines telles qu'on les a aujourd'hui, les machines en fait elles utilisent des microcontrôleurs, le code est crypté. Donc en fait une fois que tu as flashé dans un microcontrôleur ton code, personne n'y a accès et la machine fait normalement ce qu'on lui a demandé de faire. La problématique c'est qu'on commence à mettre des petits ports USB ou des capteurs sur lesquels on peut mettre des antennes, Wi-Fi, 4G, Bluetooth, ce qu'on veut sur les machines, et il va y avoir une entrée, une sortie de ces micros qui va arriver demain. Je pense qu'il reste encore 2-3 années de grand travail, mais quand on regarde un peu dans les machines qu'on achète aujourd'hui, la majorité de nos prestataires aujourd'hui ne font plus des mises à jour à distance, ils viennent sur place faire la mise à jour. Donc en fait, on voit qu'il y a un service qui se développe autour justement de l'analyse, de la mise à jour, mais en local et pas en déporté. Alors ça traduit quelque chose, le fait de venir faire la mise à jour et de plus pouvoir la faire, je dirais, facilement peut-être à distance. Non, mais les machines, il y a encore beaucoup d'électromécanique, c'est-à-dire qu'il faut faire de la maintenance, et donc en fait, on utilise ces temps de maintenance préventifs pour récupérer une partie des données ou mettre à jour une partie des données. D'accord. C'est ce qu'on appelle un peu le edge computing. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui, si on regarde des grosses machines numériques, qui valent aujourd'hui plusieurs millions, elles ont de l'intelligence artificielle embarquée dans la machine hors cloud. C'est-à-dire qu'elles font de l'analyse préventive de défauts, basée sur tout ce qui se passe, mais directement natif dans la machine. Et je pense que dans le monde industriel, c'est ce qui va se passer. À partir du moment où les machines dépassent une certaine valeur, en fait, le calcul, le stockage, les analyses seront directement faits dans les machines elles-mêmes, sans avoir besoin de cloud. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un milieu qu'on suit beaucoup avec Adrien. Moi, personnellement, depuis des années, c'est un peu un sujet que je suis beaucoup par différents types d'audits que j'ai pu faire. Et c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu surpris que le sujet ne soit pas pris à bras-le-corps au plus haut niveau. C'est pour ça que je voulais savoir un petit peu quel est ton point de vue sur le fait que la cybersécurité doit être prise directement au niveau conseil d'administration en fait. C'est un sujet dont on a parlé tout à l'heure en préparant un petit peu cette petite émission. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est monté d'une première étape, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un sujet qui était
dans la DSI et qui est maintenant un dialogue entre la DSI et la direction générale. Donc en fait, la première marche de l'escalier est montée et on se sent bien un peu comme la RSE qui est entrée, ou le SG qui est entré au niveau des conseils d'administration. On voit bien qu'il ne faut pas grand-chose, encore un peu plus de sensibilisation pour que le sujet de la cyber arrive au niveau des conseils d'administration. Donc je pense que dans les 18 à 24 mois, on verra des administrateurs référents sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que, d'abord parce que la mise en place de nouveaux types de logiciels à base d'intelligence artificielle comme les ODR, dont on a parlé, coûte cher, que c'est des budgets importants, que c'est des politiques importantes, et donc il faut qu'à un moment que le conseil d'administration donne un avis sur ces dépenses. J'ai même envie de dire que depuis la démocratisation de l'assurance cyber, aujourd'hui donc on a la direction informatique, avec en particulier le responsable de la sécurité des systèmes d'information, mais maintenant il y a la direction des risques qui commence à s'intéresser fortement au sujet, parce qu'ils doivent placer des polices d'assurance cyber. J'imagine que tu discutes avec beaucoup d'industriels, et qu'aujourd'hui ça doit être un sujet majeur pour beaucoup de gens que d'avoir une assurance cyber. Alors, avant le Covid, nous on est membre de l'UIMM, c'est vrai que c'était un sujet qui était peu discuté, il y avait peu d'experts qui venaient parler, et on a vu post-Covid, avec une accélération de la digitalisation, tout sujet confondu, que le sujet est arrivé sur la table des grands syndicats professionnels patronaux de façon très récurrente. Je me rappelle, avant le Covid, on avait peut-être un mot de temps en temps. Là, on est invité à des conférences, à des séminaires, il y a des experts qui parlent quasiment tous les trimestres. Donc on voit bien qu'il y a un changement d'approche et on est en train de basculer d'un monde où c'était bottom-up à un sujet qui est en train de passer top-down. Donc on voit bien que c'est un sujet qui va bientôt toucher la gouvernance de toutes les entreprises. Merci Bruno pour ton éclairage intéressant sur la cybersécurité. J'espère que cette émission vous plaira et c'est très enrichissant de recevoir un patron. J'espère que nous aurons l'occasion de le refaire avant la fin de l'année. À bientôt avec Sensei Expertise, votre partenaire cyber.